Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Money in the Bank 2023 qui se déroulait hier à 21 h en direct de l'O2 Arena à Londres. C'était un show quasi parfait de A à Z. Il y a eu quand même pas mal de petits défauts, mais le show dans sa globalité il était juste très très bien. C'était un super bon show en vrai. Il n'y a pas grand chose à redire sur ce show là. Le public il était à fond pendant tout le show. Ça nous prouve encore une fois que les publics internationaux sont bien plus bruyants que, que le public américain. Faudrait que la WWE continue de faire des shows à l'international parce que c'est juste fou. Et là, encore une fois, le public de Londres, il a régalé tout au long du show. Un petit peu comme l'épisode de SmackDown, le public, il était à fond. Et là, ça a pas loupé encore une fois. On a commencé le show avec le Main Event Ladder match masculin. Un petit peu comme au Royal Rumble. Au Royal Rumble, on avait commencé avec le Royal Rumble match masculin. C'est un petit peu bizarre de commencer avec le plus gros match, parce que moi je considère ça toujours comme les plus gros matchs de la soirée. Mais là, en vrai, j'ai préféré commencer avec ce match-là directement que de commencer avec, par exemple, un Finn Balor contre Seth Rollins. Donc pour moi, c'était la bonne décision qui a été prise. Donc quand je rappelle encore une fois les participants, on avait Damian Priest, Butch, LA Knight, Logan Paul, Ricochet, Santos Escobar et Shinsuke Nakamura. Donc que des participants qui avaient jamais été Mr. Money in the Bank. Je voulais pas. Moi, en fait, j'estimais que c'était un match réussi si Logan Paul il devenait pas Mr. Money in the Bank. C'était la décision à ne pas prendre. Ils l'ont pas prise, je vous spoil directement. Ils ont pas fait gagner Logan Paul et tant mieux. On n'a pas eu le retour de Pete Dunne, c'est assez dommage. Mais bon, je comprends un petit peu que la WWE vont essayer de prendre un petit peu plus de temps pour essayer de construire Pete Dunne ou je sais pas si c'est un projet qui ont été abandonnés par eux en interne. Mais en tout cas, c'est juste un petit peu dommage de ne pas l'avoir fait directement face à son public. En plus, il était over comme jamais. Butch et Bruiserweight à fond. C'était juste fou. Logan Paul qui s'est fait huer par le public. LA Knight qui était over comme jamais. Si t'avais le malheur de toucher LA Knight pendant le match, tu te faisais huer par tout le public, même si t'étais Pete Dunne. C'était juste un super bon match. C'était pas non plus le meilleur Money in the Bank Ladder match masculin en termes de in-ring. On n'avait pas un in-ring de fou. On a eu des bons moments marquants avec Ricochet qui a vraiment bien surélevé un petit peu le level du match parce que ça reste Ricochet et chaque moment de Ricochet dans le ring c'est juste fou. Ça devrait être une tradition limite d'avoir Ricochet dans les Money in the Bank Ladder match. On a eu un moment assez marquant en vrai entre Ricochet et Logan Paul encore une fois où on avait Ricochet et Logan Paul qui étaient tous les deux de chaque côté de l'échelle et on a Elena qui va pousser l'échelle vers les cordes un petit peu comme d'habitude et ils vont retomber sur les cordes, enfin sauf Logan Paul qui va retomber à côté mais on a compris qu'est-ce qu'il voulait faire. Donc il remonte sur la corde et là on était censé avoir un Spanish Fly entre Ricochet et Logan Paul. Donc franchement bravo à Logan Paul d'avoir saisi cette opportunité de faire ça. C'est pas facile, tu catches depuis pas très très longtemps. Ricochet, j'imagine, il a bien su l'épauler à faire ça. Et Ricochet, il a bien sauvé le spot d'ailleurs, puisqu'il a réussi à faire un Spanish Fly. Certes, on a Logan Paul qui retombe un petit peu mal sur les tables qui étaient en dehors du ring, parce qu'il y avait des tables qui étaient bien placées en dehors du ring. Mais c'était un spot magnifique, et encore une fois, faut avoir plus de choses comme ça à la WWE, parce que c'était juste un spot excellent. Et Ricochet, en vrai, il a bien su délivrer tout au long de l'année 2023, que ce soit dans le Royal Rumble ou dans des matchs en weekly, ou là, encore une fois, dans le Money in the Bank Ladder match 2023. Il arrive toujours à délivrer et je trouve que Ricochet il arrive à bien s'imposer à la WWE, même si son statut n'augmente pas pour autant. C'est quand même de grosses perfs pour Ricochet et j'espère qu'en interne il le félicite et que on aura de belles choses pour lui à l'avenir. Le match a duré 20 minutes 25, c'était un match assez long en vrai, mais pas trop long. Il n'était pas non plus sur un match qui a duré hyper longtemps. À la fin du match, on a LA Knight et Damian Priest qui sont tous les deux sur l'échelle, mais Damian Priest va réussir à faire basculer, on va dire, LA Knight de l'échelle pour remporter la mallette. C'est peut-être le moment le plus décevant de la soirée. Ils n'ont pas réussi à saisir l'opportunité de donner la victoire à LA Knight qui est over comme jamais. Mais comme Triple H l'a dit en interne, il y a des grandes choses qui arrivent pour les personnes qui savent attendre. Enfin, il l'a dit en interne, il l'a dit en conférence de presse. Donc on a de belles choses qui vont arriver, j'imagine, pour LA Knight par la suite. Mais on a une victoire de Damian Priest qui me dérange pas trop, en vrai. Je pense que LA Knight il peut passer ce step de main eventer tout seul, alors que Damian Priest il pourrait avoir un petit peu plus de mal. Il est dans l'ombre de Judgment Day et lui en avait réellement besoin. Il passe de ne pas avoir de match à WrestleMania, contrairement à tous les matchs de tous les membres de Judgment Day, à devenir quasi main eventer avec la mallette. Et on a de belles choses qui peuvent s'écrire avec Judgment Day, etc. Et je trouve que c'est une bonne décision de la part de la WWE d'avoir donné la mallette à Damian Priest, mais si c'est pas du tout mon choix le plus favori. C'était pas du tout mon favori dans ce match-là. J'aurais préféré un Pete Dunne, j'aurais préféré un LA Knight, du coup j'aurais préféré un Ricochet. Mais Damian Priest c'est un très très bon choix.
Ensuite, on a eu le match qui m'intéressait le moins de la soirée, Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui défiaient du coup Ronda Rousey et Shayna Baszler pour les titres par équipe. Le match a duré 9 minutes, j'ai loupé une grande partie du match parce que j'étais pas face à mon écran, j'étais descendu ou je sais pas qu'est-ce que j'étais en train de faire. Mais j'ai loupé une grosse partie du match, c'était pas méga important. On n'avait pas une très très grosse intensité dans ce match-là, je m'attendais à rien du tout dans ce match. Mais on a quand même eu un moment marquant, je m'y attendais pas du tout et je pense que personne s'y attendait. Pendant le match, pendant que Ronda Rousey est la femme légale dans le match, elle catch avec Liv Morgan. On a Shayna Baszler qui rentre dans le ring et qui attaque directement Ronda Rousey. Personne s'y attendait, je pense, et ça a créé un gros moment. On n'a plus beaucoup de heel turn dans ce genre, enfin de heel turn, de turn dans ce genre à la WWE, et là ça m'a marqué, ça m'a fait plaisir. Je suis totalement pour ça. Fallait le faire, c'était un bon move. J'aurais peut-être préféré que la team entre Ronda Rousey et Shayna Baszler dure un petit peu plus pour qu'on ait un moment un peu plus marquant, enfin un turn un peu plus marquant. Mais je pense que la WWE veut précipiter les choses pour avoir le 1 contre 1 à SummerSlam et je comprends ça totalement. Donc je suis tout à fait pour ça et j'ai adoré le moment où Shayna elle turn. On veut le retour de Shayna de NXT et là la WWE ils nous ont prouvé qu'ils savent encore faire les choses et Triple H nous a régalé avec ce turn de Shayna Baszler qui a rendu le moment assez marquant. Par la suite, on a Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui terminent le match pour devenir les championnes par équipe. Je pense pas qu'on aura une grosse construction pour les titres par équipe par la suite avec Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Mais en tout cas, j'ai hâte de suivre la suite entre Shayna Baszler et Ronda Rousey. Et c'était le bon move à faire parce qu'en plus, ça manque de storyline entre les filles. On a cette histoire entre Becky Lynch, Trish Stratus et Zoe Stark. On a Damage Control et leurs petites histoires. Mais à côté de ça, on n'a pas grand chose. Et là, ça va rajouter un truc en plus avec Ronda Rousey et Shayna Baszler. Et j'ai hâte de voir l'ascension de Shayna Baszler qui mérite enfin d'avoir son moment à elle parce qu'elle a jamais été championne du monde à la WWE et elle le mérite. Ensuite, Gunther a défendu son titre intercontinental face à Matt Riddle dans un match qui n'était pas très très long. Match le plus court de la soirée, il me semble, c'était assez dommage en vrai. Mais ils ont bien vendu la blessure de Matt Riddle au talon ou au pied ou je sais plus trop quoi. Du coup, match de 7 minutes 45, c'était pas assez long. Mais le match était super bon. À côté de ça, le match était très très bon. J'attendais un match qui pouvait voler le show, mais malheureusement, on n'a pas eu ce match-là. Il manquait beaucoup de temps pour avoir un match qui aurait été marquant dans les esprits comme ça. Mais le match restait quand même assez bon, de bonne cohésion entre Gunther et Matt Riddle. Et bon, ils se connaissent assez bien. Ils se sont affrontés plusieurs fois sur le circuit indépendant. Donc forcément, euh, la cohésion dans ce match-là, elle était directement super bien. Victoire de Gunther qui arrive à remporter le match et conserver son titre intercontinental en faisant une soumission à Matt Riddle. Je crois même qu'il lui fait une soumission sur le pied. J'ai vu ça sur Twitter. Quelqu'un qui disait que Gunther il a pas réellement de finisher et c'est un petit peu vrai. Juste il attaque son adversaire jusqu'au moment où il est épuisé et il remporte le match une fois comme ça. Et là encore une fois il a fait la même chose parce qu'il a remporté le match sur une soumission assez banale et pas sur sur une réelle soumission de finish ou un finisher. Là, il a vraiment juste remporté le match sur une clé de pied ou une clé de jambe. Et j'ai bien aimé, en vrai, j'ai apprécié le match. Le match était bien et ça fait plaisir de voir Gunther. Peu importe qui tu lui mets en face, il fait toujours un super bon match. Et là, encore une fois, ça n'a pas loupé. À la fin du match, quand Gunther il célèbre sa victoire et il soulève son titre, on entend une musique, la musique de Drew McIntyre qui fait son retour. On nous confirme que toutes les rumeurs étaient fausses, donc il n'y a pas de Drew McIntyre qui veut quitter la WWE ou quoi que ce soit. Triple H, je le dis en conférence de presse. Il a eu Drew McIntyre au téléphone plusieurs jours quand il était blessé, etc. Il avait deux trois choses à régler. Et quand il entendait toutes ces rumeurs qui disaient qu'il allait partir, etc., ça le faisait bien rire. Donc encore une fois, il faut pas écouter toutes les rumeurs. Je crois que Triple H il a même dit que sur toutes les rumeurs qu'on entend sur Internet, il y a 75% de ces rumeurs qui sont fausses. Donc vous ne vous faites pas berner bêtement. Et moi aussi, je me suis fait berner. En général, je me fais tout le temps berner par toutes ces rumeurs-là. Mais encore une fois, ça nous prouve qu'il faut pas rester buté sur toutes ces rumeurs qui annoncent plein de choses alors que c'est probablement quasi à tous les coups faux. Mais en tout cas, gros moment de le retour de Drew McIntyre, on l'attendait. Il y avait aussi des rumeurs qui disaient qu'il n'était pas à Londres et que si elle allait faire son retour, c'était un retour bien caché. Et encore une fois, là, le retour, il était super bien caché. Il arrive, il se met face à Gunther, moment très marquant. J'imagine qu'on partira sur cette feud pour SummerSlam, donc j'ai hâte de voir ça. Et, euh, et Gunther, il va mettre un Glasgow Kiss à Gunther. Drew McIntyre, il va mettre un Glasgow Kiss à Gunther. Et ensuite, il va mettre son Claymore pour célébrer avec le titre de Gunther. Donc j'ai hâte de voir ce match-là à SummerSlam et j'espère qu'on aura un grand match entre les deux. Mais c'est quand même fou de voir comment le titre intercontinental il a su renaître un petit peu grâce à Gunther,
grâce à Triple H, j'ai envie de dire, parce que on était vraiment dans une période où le titre intercontinental était enterré, un petit peu comme le titre des États-Unis. Et là, la WWE, ils ont bien réussi à le remettre au devant de la scène. Et c'est super bien. Et je trouve ça méga important d'avoir des Drew McIntyre, d'avoir des Gunther qui arrivent à mettre de la hype autour de ce titre-là et rendre ce titre un petit peu magique comme à l'époque où je regardais pas catch évidemment parce que j'étais pas né. Mais à l'époque de la Golden Era avec Ultimate Warrior ou même par la suite avec Shawn Michaels, etc. C'est important, je trouve, de redonner ce qui appartient à ce titre intercontinental qui est si mythique. Et Gunther il le fait si bien et j'ai juste hâte de voir la suite. Ensuite on a eu Cody Rhodes contre Dominic Mysterio accompagné de Rhea Ripley. Le match était super bon. 8 minutes 40 de match. C'était pas un match hyper long mais dans le ring ça c'était super bien en vrai. Cody Rhodes il a bien réussi à donner un bon match à Dominic Mysterio. Limite il lui a donné le meilleur match de sa vie. Mais c'était un bon petit match. On a Rhea Ripley qui essayait d'intervenir plusieurs fois pendant le match mais elle a pas réussi. Et alors qu'on attendait une apparition de Brock Lesnar pour coûter le match à Dominic, c'est pas arrivé. Cody Rhodes il a remporté le match, pour coûter le match à Cody Rhodes plutôt. Cody Rhodes il a remporté le match avec son Crossroads évidemment. Il remporte le match assez facilement. Il est acclamé par la foule. D'ailleurs il y a eu des chants assez mythiques pendant le match. Ils essayaient de chanter Daddy Cool mais avec Cody Rhodes c'était juste fou. Il le faisait à l'époque du tournoi NXT UK. Enfin de toute façon le public anglais on le connaît très très bien. C'est juste un public juste fou et peu importe le chant, tant qu'ils arrivent à le faire c'est incroyable. Donc Cody Rhodes qui célèbre avec la foule à la fin. Il part et là en retour de pub si je peux dire ça comme ça, on a la musique de John Cena. Donc John Cena fait son retour. Là par contre il n'y a eu aucune rumeur quoi que ce soit. Je crois que j'avais entendu que John Cena il était à Londres pour un tournage ou un truc dans le genre et que les gens s'attendaient un petit peu à le voir. Mais là personne s'y attendait. John Cena qui arrive, il fait chauffer la foule et il va faire chauffer encore plus la foule quand il va parler d'un WrestleMania à Londres. Il est ici pour essayer de donner un WrestleMania à Londres et moi je serais totalement pour ça. À Londres c'est juste à côté, il suffit juste de prendre un train et on est à WrestleMania, donc ce serait juste fou. Et s'il y a vraiment un WrestleMania à Londres un jour ou l'autre, c'est un événement à pas louper et pour tous les Européens, les francophones, etc. Il va falloir essayer d'y aller parce que c'est une fois dans une vie et on n'aura pas besoin d'aller jusqu'aux États-Unis pour faire un WrestleMania. Mais au moment où il continue de faire chauffer la foule, on a Grayson Waller qui fait son entrée. Très très bon choix de la part de la WWE de mettre Grayson Waller face à John Cena. J'imagine qu'ils avaient besoin de cette petite hit pour rendre le segment un petit peu plus magique avec John Cena. Et je pense qu'ils ont fait le lien directement, ils ont pensé directement à Grayson Waller qui s'en sort super bien en micro. C'est un petit peu le contraire de Sin Theory. En vrai, il y avait un petit peu... C'était un petit peu similaire parce qu'on se disait... Enfin, moi je me disais que on aurait pu avoir la même chose avec Austin Theory, mais malheureusement Austin Theory il gère pas autant le micro que Grayson Waller. Donc forcément c'est le jour et la nuit. On a Grayson Waller qui arrive à bien se faire huer par la foule, mais à côté de ça il arrive à bien faire une bonne promo. Il va raconter qu'il aimerait que ce serait nul un WrestleMania à Londres, il faudrait un WrestleMania dans un pays qui est un petit peu plus chaud, un pays qui est un petit peu plus beau comme l'Australie, puisqu'il est australien. Je vous conseille d'aller voir quand même le segment parce que c'était un segment assez marrant et j'ai bien aimé. À la fin, on a Grayson Waller qui va attaquer John Cena, il va l'attaquer plusieurs fois, mais John Cena va terminer par lui mettre un AA alors que Grayson Waller il a la jambe cassée, il me semble, enfin il est blessé à la jambe, il s'était cassé la jambe à NXT, c'est pour ça qu'il n'est pas en action, il essaye de se rétablir petit à petit, mais il a quand même réussi à prendre un AA avec cette blessure à la jambe, donc c'était super bien, et peut-être qu'on aura un match entre les deux à l'avenir, peut-être à SummerSlam, peut-être qu'on aura Grayson Waller contre Edge à SummerSlam aussi. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai hâte de voir la suite pour Grayson Waller. Parce que je sens que ça risque d'être fou. Ensuite, on a eu le Money in the Bank ladder match féminin. Et c'est pour moi la surprise du show. Je m'attendais pas à un super bon match comme ça. 18 minutes dans le Money in the Bank ladder match. Donc c'est un petit peu plus court que le premier Money in the Bank ladder match de la soirée. Et je répète les participantes. On avait Io Sky, Bayley, Becky Lynch, Trish Stratus, Zelina Vega et Zoe Stark. Et c'était un mot fabuleux de la part de la WWE de mettre plein de petites feuds dans ce match-là. Parce que ça a rendu le match encore mieux, que ce soit dans l'écriture ou dans le ring, le match il était juste fou. On avait les histoires entre Io Sky et Bayley, on avait les histoires entre Becky Lynch, Trish Stratus et Zoe Stark. Tout le monde a eu son moment dans le match. Zelina Vega a réussi à bien briller aussi. À un moment donné, elle va faire un spot sur Zoe Stark qui était juste fou au-dessus de l'échelle, un petit peu à l'image d'Andrade Finn Balor en 2019. Elle va faire un sunset flip sur Zoe Stark qui va rebondir directement sur l'échelle. Le spot de la soirée, c'était franchement un super bon spot. Puis à un moment donné, on a eu un long moment où Becky Lynch et Trish Stratus elles s'attaquaient en dehors du ring. On avait Zoe Stark qui venait l'aider. Zoe Stark aussi était à quelques pas de devenir Miss Money in the Bank, ça m'aurait pas déplu du tout. Et à côté de ça, on avait Io Sky. On sentait que c'était son moment. Et à chaque fois qu'elle était à deux doigts de franchir le pas et de devenir Miss Money in the Bank,
Eh ben, on a eu Bailey qui était là pour la faire trébucher. Donc à un moment donné, vers la fin du match, on a Io Sky qui monte à l'échelle. Bailey qui pousse l'échelle. Donc là, je me dis, ah non, c'est foutu. Ce sera pas pour Io Sky, malheureusement. Ça va être le moment marquant de ce match-là où Bailey, elle turn plus ou moins sur Io Sky et ça va lui coûter le match. Donc on a Becky Lynch qui arrive par la suite, qui essaie de grimper à l'échelle. Mais Bailey, elle est là avec Becky Lynch. Elle arrive à bien faire. Enfin, on a d'abord Becky Lynch qui va prendre les menottes parce qu'on a un long moment où je crois il y avait Zoe Stark qui voulait menotter Becky Lynch pour pas qu'elle gagne le match, mais elle a pas réussi. Donc on a un long moment où, enfin après on a un moment où Becky Lynch elle va prendre les menottes, elle va mettre les menottes dans la bouche de Bailey pour la faire descendre de l'échelle. Mais ensuite on a Io Sky qui va revenir mais qui va se prendre un kick par, par Becky Lynch. Donc à ce moment-là, Io Sky va retourner en dehors du ring. Becky Lynch qui va monter à l'échelle, mais on aura Bailey qui va monter à l'échelle en même temps. Mais là, à un moment donné, gros moment pour Io Sky qui va remonter dans le ring, elle va prendre les menottes et entre les échelles, elle va menotter Bailey et Becky Lynch ensemble, ce qui va faire elles vont plus pouvoir bouger puisqu'elles sont coincées entre les échelles. Et là, elle va saisir l'opportunité. Io Sky, elle va monter au-dessus de Bailey pour prendre la mallette. Elle décroche la mallette et elle est Miss Money in the Bank. Gros moment, j'ai vraiment popé pour cette victoire de Io Sky. C'était la femme à faire, la femme à faire remporter le match. C'était juste le moment ou jamais pour Io Sky et ils ont réussi à saisir cette opportunité. Un petit peu différent du Men's Make Ladder match masculin. Mais c'était un gros moment, victoire de Io Sky. En conférence de presse, on voit qu'il n'y a plus beaucoup de tension entre Io Sky et Bailey. Donc il y a quand même une volonté de garder un petit peu damage control, même si Bailey était là pour mettre 2-3 bâtons dans les roues, dans les roues à Io Sky. En conférence de presse, elles agissent comme si c'était rien passé et comme si c'était leur moment, c'était leur mallette, c'était la mallette de damage control. Donc c'est pas plus mal finalement, je pense qu'il faut donner une deuxième chance à damage control. Faut pas forcément non plus tout détruire d'un coup. Je pense que si on détruisait ça tout de suite dès la première année, ce serait un petit peu décevant. Et on aurait une storyline qui se terminerait sur un goût un petit peu amer. Je pense qu'il faut donner une petite chance à Damage Control et peut-être continuer jusque WrestleMania l'année prochaine. Et une fois qu'on arrive à WrestleMania, on fait le fameux Triple Threat match qui risque d'être marquant un petit peu comme on aurait voulu l'avoir avec Seth Rollins, Dean Ambrose et Roman Reigns à WrestleMania. D'ailleurs, c'est fou qu'on n'a jamais eu ce match-là à WrestleMania. J'aurais bien aimé avoir ce match-là dans un main event de WrestleMania. Mais je maintiens toujours qu'on pourra encore l'avoir, même si c'est un petit peu difficile avec Judd Moxley. Mais enfin bref, c'est pas le sujet. Victoire d'Io Sky et c'était un très très grand moment marquant pour ce Men's Make Ladder match. Ensuite, Seth Rollins a défendu son titre poids lourd face à Finn Balor, un match que j'attendais énormément puisque la construction était juste excellente. On a eu 12 minutes 30 de match, c'est le match qui m'a un petit peu plus déçu dans la soirée, mais je peux pas m'en plaindre, on a une soirée incroyable, on a eu un show incroyable et ce match-là en vrai c'est pas grand chose, c'est pas une déception immense par rapport au show excellent que c'était. Donc Seth Rollins contre Finn Balor, le match restait quand même assez bon, c'était pas non plus un match dégueulasse, mais le match n'était pas à la hauteur de mes attentes, j'aurais préféré un match un peu mieux pour une rivalité de cette intensité-là. Peut-être qu'on aura un rematch à SummerSlam, je sais pas, mais vu la tournure des choses, je pense que c'est plus possible qu'on ait un rematch à SummerSlam, qu'on ait un nouveau challenger pour Seth Rollins. C'est la question que je me pose pour l'instant. On avait pas mal de rumeurs par rapport à Drew McIntyre, mais lui il se dirige vers le titre intercontinental. Donc on verra bien, j'ai juste hâte de voir qui pourra aller affronter Seth Rollins à SummerSlam. Je pense que ce programme autour de ce titre poids lourd risque d'être intéressant et j'ai hâte de voir la suite. Pendant le match, on a Damian Priest qui arrive avec sa mallette, donc à ce moment-là, ça laisse un petit peu Finn Balor perplexe, qu'on se dit, Damian Priest il arrive, il va vouloir cash in, mais si Finn Balor il remporte le match, il va cash in sur Finn Balor. C'est assez bizarre, et c'est un petit peu la construction qu'on a depuis plusieurs semaines à Monday Night Raw. Ça avait déjà été évoqué par Finn Balor et Damian Priest. Si Damian Priest devenait Mr. Money in the Bank, est-ce qu'il allait cash in sur lui? Et Damian Priest il disait que non, il allait pas cash in sur lui. Et à un moment donné, à la fin, on a Finn Balor qui pète totalement un câble. Il est en dehors du ring, il va mettre deux coups de grâce à Seth Rollins. Donc c'était le moment pour terminer le match. Il monte dans le ring, il fait son shotgun dropkick pour aller sur la troisième corde. Il va sur la troisième corde pour faire son curb stomp, son coup de grâce. Mais à ce moment-là, on a Damien Priest qui se dirige vers le ring comme s'il allait cash in. Donc ça laisse un petit peu Finn Balor bizarre et il se pose la question. Il se dit mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'approches du ring? Laisse-moi terminer mon match. Et à ce moment-là, il a pas eu le temps. Il saute pour faire son coup de grâce. Seth Rollins se relève, curb stomp. Il en a suffi d'un seul pour remporter le match. Seth Rollins conserve son titre poids lourd. J'avais quand même pas mal d'espoir pour Finn Balor. Je me disais que Finn Balor il pouvait remporter ce match-là et surtout si Damien Priest était Mr. Money in the Bank. Je m'attendais à un cash-in directement juste après. Je pense que ça aurait été un meilleur move de la part de la WWE de le faire, mais bon, on avait quand même un show super chargé pour faire ça. Et ça aurait mérité un main event en vrai, un cash-in comme ça.
Donc je suis pas déçu finalement. En plus, ça laisse de bonnes choses pour Finn Balor et Damien Priest par la suite. Est-ce que Finn Balor va devoir partir de Judgment Day? Est-ce que c'est plutôt Damien Priest qui va partir de Judgment Day? Quel avenir pour Judgment Day? Je me pose réellement la question. Judgment Day, ça commence à bien s'imposer. Dominic Mysterio qui s'impose, Rhea Ripley qui s'impose, même si elle n'a pas vraiment de storyline à elle-même, elle est plutôt en tant que manageuse, on dirait. Finn Balor qui est toujours en train de s'imposer, et Damien Priest qui, lui, vraiment depuis quelques mois, commence à bien s'imposer au sein du main event et au sein du roster de Monday Nitro, et peu importe. Donc vraiment, franchement, c'était un bon moment malgré le match qui m'a un petit peu déçu. Je m'attendais à un match un petit peu plus grandiose entre les deux. Ça reste Seth Rollins et Finn Balor et ils nous ont habitués à mieux par le passé. Et c'est un petit peu un match à l'image de leur match à SummerSlam 2016, même si leur match à SummerSlam 2016, je le préfère largement par rapport à celui-là. Enfin bref, victoire de Seth Rollins. Ensuite, on a enchaîné directement avec le main event, Bloodline Civil War, les Usos qui affrontaient Roman Reigns et Solo Sikoa. On a eu un clip énorme et aussi une entrée énorme de Roman Reigns, donc ça a pris du temps. Mais le match à côté de ça, il a duré 32 minutes. Je crois que le match il a commencé à minuit, il s'est terminé à minuit 40 plus ou moins après les entrées, etc. Et c'était un match, je m'y attendais pas du tout parce que j'avais zéro attente pour ce match-là. Je regardais le match, j'étais debout, j'étais KO, j'avais les yeux brûlés, j'avais mal aux yeux, j'avais qu'une seule envie, c'était de dormir ou d'arrêter de regarder. Mais j'ai quand même regardé le match, je me suis mis debout, j'ai regardé, j'ai laissé le temps à ce match-là, qui a mis énormément de temps avant de se mettre en place, mais moi c'est les matchs que je préfère finalement. J'aime beaucoup quand il y a une histoire qui est racontée dans le match, quand ça prend du temps et qu'au bout d'un moment ça se retourne. Bon après c'est pas le meilleur exemple parce que moi je suis pas très fan des grosses écritures dans le in-ring, un petit peu comme les matchs de Roman Reigns où il y a, à un moment donné il y a toujours un ref bump pour terminer l'histoire et enfin bref vous avez compris. Là ça a pas loupé. À un moment donné, il y a une intensité qui se remet un petit peu plus dans ce match-là. On a des tags qui se font, les Usos qui rentrent dans le ring, etc. Jusqu'au moment où on a les deux équipes qui vont se faire face à face dans le ring. Ils vont s'attaquer. À un moment donné, il y aura le moment gros ref bump, comme d'habitude, où Roman Reigns il va trébucher sur l'arbitre, qui va lui mal retomber d'ailleurs. Je crois qu'il va retomber sur ses boules, quoi, en dehors du ring, enfin sur le apron. Donc un petit peu le ref bump qui m'a un petit peu dégoûté. À ce moment-là, ils en ont profité. Enfin, les Usos, ils ont fait leur finisher, ils ont fait le 1D. Donc là, à ce moment-là, ils ont fait le tomber. Il n'y a pas eu d'arbitre pour faire le compte. Donc c'est le public qui a fait le compte à la place. Mais c'est aussi quoi, il était là pour changer le truc. Ils ont pris les Usos, ils ont fait un Samoan Spike, un Spear à un moment donné. Ils les ont attaqués. Enfin bref, pour moi, c'était la fin du match. Donc il y a le moment du Samoan Spike et du Spear. C'était un super bon finisher à deux, je trouve. En vrai, ils devraient l'exploiter. Je trouve que c'était super bien fait. À ce moment-là, l'arbitre il arrive à remonter dans le match. Ils font tomber 1, 2, dégagement. Je m'y attendais pas du tout. Enfin, je m'imaginais un dégagement, mais je me suis dit, il pourrait y avoir un dégagement. Mais ça m'aurait pas étonné que le match s'arrête là. En vrai, la BBE, ils étaient vraiment capables d'arrêter le match au moment où du Samoan Spike et du Spear et terminer un petit peu l'histoire en weekly comme ils le font d'habitude et mettre un petit peu plus de temps à faire les choses. Ça m'aurait pas étonné du tout. Mais là, on a le dégagement de Jey ou Jimmy Uso, un des deux, je sais plus. Donc là, il y a une re-intensité qui se remet dans le match. Je vous épargne beaucoup de moments parce que le match il dure 30 minutes quand même. À un moment donné, Jey Uso il arrive à bien revenir. Double super kick, je crois, à un moment donné sur Roman Reigns. On a Jimmy qui sort du ring. Ensuite, Jey Uso il remet un super kick à Roman Reigns. Roman Reigns il se balance dans les cordes, il met un spear directement à Jey Uso. Il fait le tomber. 1, 2, dégagement de Jey Uso qui va faire un dégagement avec son bras, mais dans les boules de Roman Reigns. Donc il lui fait un low blow à ce moment-là. Un petit peu comme Roman Reigns avait l'habitude de le faire à l'époque. Il y avait une époque où il arrivait à terminer ses matchs comme ça. C'était un petit peu dommage pour les catcheurs en face de lui. Mais là, il le fait à Roman Reigns. Roman Reigns, d'ailleurs, quand il y a le dégagement à la dernière seconde sur le Spear Samoan Spike, il est en train de pleurer. Paul Heyman, il est en train de pleurer. C'était juste fou. Donc à ce moment-là, au moment où Jey Uso il se dégage pour une deuxième fois, pour moi, c'était sûr. Les Uso allaient remporter le match. Et ça n'a pas manqué. On a Jey qui va faire le tag sur Jimmy qui rentre à l'intérieur du ring. Jey Uso va monter sur la troisième corde. Il va faire son Uso Splash sur Roman Reigns. 1, 2 et 3. Roman Reigns se prend l'empine pour la première fois. Il perd pour la première fois de manière normale et de manière totalement légale. C'est pas son partenaire qui va se prendre le pin ou c'est pas une disqualification ou quoi que ce soit. Il perd pour la première fois. Depuis décembre 2019, ça fait 3 ans, même un petit peu plus maintenant. C'est juste fou, c'était un moment très marquant, la foule et la popée de fou. Jey Uso c'est la première personne à avoir fait un pin sur Roman Reigns en 2013 il me semble. Et c'est la dernière personne actuellement à avoir fait le pin sur Roman Reigns.
Donc moment très très marquant, c'est comme ça qu'on termine le show, les Usos sur le toit du monde. Les Usos, ça reste la meilleure équipe du monde pour moi. Il a même pas suffi d'avoir cette storyline là, de ce match là, ou cette histoire avec la Bloodline, etc. Pour justifier le fait que les Usos sont la meilleure équipe du monde. Pour moi, c'est la meilleure équipe dans le catch. Certes, on a les Young Bucks, certes, on a FTR, etc. Mais pour moi, les Usos, ils restent bien au-dessus. Et c'est juste fou. J'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir comment cette histoire va se terminer. Est-ce que Jey Uso va affronter Roman Reigns à SummerSlam? Est-ce que Sikoa, lui, va se retourner contre Roman Reigns et est-ce qu'il va l'affronter à SummerSlam? Je sais pas, mais ça me laisse perplexe par rapport à la personne qui va détrôner Roman Reigns. Je pense que Cody Rhodes, c'est un petit peu. Je dirais pas que c'est abandonné. Je pense qu'à un moment donné, il va récupérer le titre et qu'il va terminer son histoire lui aussi. Mais je pense pas que ce sera lui qui va vraiment détrôner Roman Reigns. Je pense qu'on partira plus sur un Jey Uso ou sur un Sikoa et ça va faire plaisir aux fans parce que les gens ils veulent que ça se termine comme ça. Moi malheureusement j'aurais préféré autrement mais c'est pas très très grave. Donc voilà, c'est la fin de cette review, c'est comme ça que se termine le show. Donnez-moi votre avis par rapport à ce show dans les commentaires. Moi je vous ai déjà tout dit. Je trouve que le show était quasi parfait de A à Z, à part quelques petits défauts. Mais ça m'a juste donné envie de voir les weekly. D'habitude quand je termine un show, j'ai vraiment pas du tout envie de voir la suite. Et là, ils m'ont donné envie de voir la suite, donc c'est juste magnifique. Du coup, on se retrouve mardi pour la review de Raw, logiquement. Et d'ici à je dis à la prochaine, n'oubliez pas, tant que le catch à l'espoir. Bisous, bisous.